François Urbain Lega Moumi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre sortie du programme spécial consacré aux citoyens. C'est une émission qui met en lumière les connaissances, le partage d'expériences de tout maillon de la société, peu importe son secteur d'activité, son rang social ou son lieu de résidence. Précédemment, dans le premier épisode. La France entre dans l'histoire du Cameroun, plus particulièrement par la Première Guerre mondiale. La France va arriver au Cameroun d'abord par une coopération avec les autres forces coloniales européennes, notamment allemandes. L'Allemagne crée le territoire camerounais à partir de l'entrée en jeu de Bismarck sur la côte du Cameroun en 1884, le 12 juillet 1884, où il signe ce qu'on appelle le traité Germano-Douala. On voit très bien que les Français arrivent pendant cette période coloniale comme étant en compétition avec les autres puissances européennes pour se tailler leur part du gâteau africain. Après cette rencontre de Berlin, cette conférence qui leur a permis de se partager l'Afrique. Parce qu'en fait, ils se partagent l'Afrique. On ne va prétendre qu'ils ne se sont pas partagés l'Afrique. Non, ils se sont partagés avant d'aller à la conquête, en donnant les principes à lesquels on s'appropriait des parcelles de terre les uns les autres. Mais ce n'est pas la France qui nous a colonisés. Déjà, la question de la colonisation, du point de vue formel, fonctionne très mal avec le Cameroun. Merci de rester à l'écoute de ce deuxième rendez-vous de la série dédiée aux relations entre le Cameroun et la France pendant l'époque sous tutelle et le Cameroun souverain. Aujourd'hui, Joseph-Marie Nomo et notre invité retracent l'arrivée et le long séjour au Cameroun du colonel autoproclamé Philippe Autocloque, très connu dans son grade de général de Clerc, l'homme qui a déclaré l'indépendance du Cameroun le 27 août 1940. Mais comment la France a-t-elle assis son autorité sur le Cameroun? Restez concentrés. L'invité du jour est un universitaire, géographe, enveloppé dans la connaissance d'une bonne partie de l'histoire du Cameroun. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire et le développement des métropoles urbaines camerounaises telles que Yaoundé et Douala. Professeur Athanas Bobda, puisqu'il s'agit de lui, a également fait nombre de travaux de recherche et défendu des thèses de maîtrise, doctorat et doctorat d'État au Cameroun. C'est en 1986 qu'il est d'ailleurs devenu docteur en géographie de l'université de Yaoundé 1. Il est aujourd'hui enseignant à l'université Le Havre, Normandie, en France. Je vous le laisse en bonne compagnie avec Joseph-Marie Nomo. Professeur, quelles sont les transactions qui ont été faites pour que les Français prennent possession du Cameroun? Les premières transactions sont faites au sortir ou un peu avant la Première Guerre mondiale. Parce qu'en 1911, la France, qui se retrouve en difficulté dans son ambition d'avoir le Maroc comme sa colonie, alors que les Allemands y ont pris de façon très ferme pied, la France va donc faire un deal avec les Allemands en leur proposant d'abandonner, que eux, les Allemands, abandonnent toutes leurs prétentions sur le Maroc en échange avec une extension de territoire que la France va couper de son territoire de l'Afrique équatoriale française pour que l'Allemagne puisse l'ajouter à son Cameroun à l'intérieur du golfe de Guinée. Ça, c'est quelque chose qui dépasse, je crois, les 250 000 km², quelque chose comme ça, avec une bonne partie du Tchad, une partie qui relève de la Centrafrique actuelle, une autre partie qui relève du Nord-Congo. Des emplacements comme Ouesso, par exemple, au Congo était à l'intérieur de cette partie. Au Gabon. Voilà, le Gabon, le nord du Gabon. D'ailleurs, toute la partie continentale de la Guinée équatoriale se trouvait enchâssée à l'intérieur de ce gros Cameroun. Parce qu'en ajoutant cette partie prélevée sur ces territoires par la France et attribuée à l'Allemagne en 1911, le Cameroun avait la Guinée équatoriale à l'intérieur, un peu comme on a la Gambie à l'intérieur du Sénégal, quelque chose comme ça. Oui. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se configurait. Donc la France, à ce moment-là, c'est la première fois où on va avoir la France qui entre en complicité avec l'Allemagne pour se partager des parties des territoires déjà appelés Cameroun
par le jeu des alliances, le jeu des traités, le jeu des échanges entre puissances coloniales. Donc, la deuxième période, ce sera au moins la Première Guerre mondiale, parce que la Première Guerre mondiale qui éclate en Europe, immédiatement va se percuter en Afrique et on va voir l'Allemagne et la France en confrontation parce que les Anglais et les Français, troupes alliées, vont s'allier pour s'attaquer au territoire allemand du golfe de Guinée, donc au Cameroun. Et à ce moment-là, quand l'Allemagne va perdre la guerre en 1914, automatiquement, les deux plus gros protagonistes, c'est-à-dire l'Angleterre et la France, vont vouloir se partager le Cameroun comme trésor de guerre, comme butin de guerre. Sauf qu'il y a eu deux réactions. La première, déjà, c'est les enfants des Wallis qui avaient signé le traité du 12 juillet 1984, qui vont acter auprès de la Société des Nations Unies en écrivant des lettres, etc., pour dire non, nous on n'était pas colonie. Il ne faut pas négliger ce travail fait au corps de la colonisation par les enfants des Wallis, en fonction de l'accord qu'ils avaient eux-mêmes signé avec un bluff par rapport aux extensions territoriales avec ces deux puissances coloniales. Donc le problème, c'est qu'une fois qu'ils font ça, la SDN revoit la position et signifie aux deux protagonistes en 1921. Dès 1916, on les laisse gérer en tant que troupes contrôlant le territoire. On était encore dans les effets de la guerre. Et c'est en 21, je crois bien, que la SDN va leur dire, bon, vous allez vous partager le territoire, pas comme propriété, mais comme territoire sous mandat de nous, la SDN, et que vous administrerez en notre nom. Donc voilà la deuxième étape. Et pendant cette étape, la France a la malignité de récupérer les territoires qu'elle avait donnés à l'Allemagne et à partir de ce moment-là, de les réattacher à son AEF, ce qui est une filouterie, parce que ça ne lui appartenait plus. Et ça a été rattaché à l'Afrique équatoriale française en propre. Voilà encore un moment où la France se retrouve en train de participer au formatage du territoire camerounais. Et après, viennent les indépendances. Troisième épisode. Dans les années 50, 58, 60. Oui, professeur, avant d'arriver aux indépendances, à quel moment Leclerc, je ne sais pas quel était son grade dans l'armée, arrive au Cameroun? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur son arrivée au Cameroun? Le capitaine Leclerc, en fait, il s'appelait Philippe de Haute-Glock, c'est son nom. Oui. Malheureusement pour les Français, pendant cette période, l'Allemagne, par sa guerre rapide avec Hitler, avait défait la France. Et il a dû fuir son pays pour essayer de rejoindre le général de Gaulle à Londres. Il y a réussi avec bravoure parce que c'était pas évident, il aurait pu laisser sa vie. Il a abandonné sa famille, mais il était capitaine. Il remonte, il rejoint de Gaulle et de toutes les façons, il n'était pas colonel quand il arrive à Douala. Ni général. Il devient général après par le général de Gaulle. Oui. Quand il arrive, en fait, il va faire renverser, découdre de sa main, de la manche, son habit militaire, les barres de colonel qui va faire coudre sur sa main droite pour pouvoir influencer et intimider son alter ego qui se trouvait être un militaire pétainiste qui occupait en l'époque l'espace camerounais dans les termes du mandat de la SDN, oui, comme étant les administrateurs légalement reconnus. Parce que le 18 juin, le discours du général de Gaulle, c'est un vrai coup d'État en fait. C'est un coup d'État contre le gouvernement de maréchal Pétain, qui ne reconnaît plus. Et ceux qui vont se rattacher à lui, qui vont constituer au départ la France libre, vont être les partenaires de ce coup d'État. Donc le coup d'État, c'est aussi une affaire... c'est inscrit dans l'histoire, oui. C'est dans l'ADN. C'est inscrit même dans l'ADN des États. Parce ce n'est pas seulement le fait des Africains. Ah non, il faut pas, loin s'en faut. Le 18 juin, c'était un coup d'État. Oui. Donc, voilà donc dans le cadre de ce coup d'État, le capitaine Philippe de Haute-Glock change d'abord ses papiers, il fabrique des faux papiers, où il se fait appeler Leclerc. C'est dans ces faux papiers, comme nos frères qui font des faux papiers pour essayer d'entrer en Europe maintenant, c'est la même chose. Oui. Donc j'ai même des facsimilés de sa carte de l'époque, dans des documents qu'on voit, des livres publiés, ça n'a rien de secret. Donc il se fabrique un faux papier où il est plutôt capitaine. Il supprime son nom parce que c'était dangereux pour lui et pour sa famille.
Les Allemands ayant occupé le territoire, s'ils savaient que Madame de Haute-Cloque, c'était la femme du capitaine Leclerc, qui a déserté et qui est poursuivie par les pétainistes, qui sont les alliés des Allemands, la famille était en danger. Je crois que la dame avait 5 ou 7 enfants, je crois, sous la main. Oui. C'était vraiment énorme. Mais c'est une dame courageuse. Elle n'a pas freiné son mari, au contraire. La patrie était en danger, il fallait la sauver. Et c'était un soldat. Donc, il arrive au Cameroun, capitaine. Il vient par le côté anglo-saxon, c'est-à-dire vers le Nigeria. Et il va atterrir à Tiko. C'est la dame du consul nigérian qui va d'ailleurs lui coudre les éléments inversés de la marque de capitaine, inversée d'une main sur la main droite, le manche, etc. Et il arrive donc colonel, mais colonel clandestin. C'est un colonel clandestin pour les besoins de l'opération qu'il veut mener pour pouvoir la gagner. Donc, quand il arrive à Tiko, parce que c'est les Tiko qui vont partir pour Douala, Tiko étant du côté de la Grande-Bretagne, du Cameroun sous mandat, ce sont des pagayeurs africains qui vont les amener jusqu'à Douala, dans la nuit et sous la pluie, et à leur risque et péril. Très rapidement, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de louche qui se passe. Mais bon, je crois que quelque part, il faut être honnête, il faut aussi rendre à l'histoire ce qu'elle est. Nos parents n'étaient pas pour que l'Allemagne colonise ou que l'Allemagne les colonise eux-mêmes. Ayant subi les Allemands, on ne fait pas une histoire correcte aujourd'hui si on ne rappelle pas que nos parents avaient leur ressenti face aux Allemands. Il n'y avait pas que les Français qui devaient voir leur ressenti comme étant le ressenti qui guide le comportement des acteurs de l'histoire. Ils ont soutenu les Français parce que c'était le faible écrasé par le fort. Professeur, pour ce qui est de l'arrivée de Leclerc au Cameroun, une indiscrétion nous a fait savoir qu'il a failli se faire noyer quand il a atterri sur les côtes camerounaises. Ce n'est pas une indiscrétion. Je peux lire d'ailleurs le texte écrit par un Français qui a publié sur cette arrivée. Oui. Il dit « Les pagayeurs indigènes qui sentent l'opération suspecte deviennent récalcitrants, mais puisent une nouvelle docilité dans la vue des revolvers tenus en main, parce que Leclerc et ses collègues avaient des revolvers en main. La nuit venue, l'expédition repart. Donc on repart de la côte à Tiko pour Douala. Enfin, à 3h du matin, ils pagaillaient dans l'obscurité, ils savaient comment s'orienter. Malgré un terrible coup de vent, elle débouche à Douala. Leclerc manque se noyer. C'est pas moi qui le dis. Oui. Leclerc manque se noyer, comme nos frères qui se noient dans la Méditerranée en essayant de traverser pour retrouver l'Europe. C'est pas un problème. Bois-Lambert met un pied sur un tronc d'arbre et fait plongeon. Comme nos frères qui tombent avec les chaloupes, etc. C'était des migrants clandestins qui arrivaient sur un territoire qui n'était pas le leur et qui essayaient avec des faux papiers à rentrer sur le territoire. Oui. C'est l'histoire des hommes, ce n'est pas une histoire que nous construisons. Donc je le lis là. Et ils surgissent trempés dans une maison convenue. C'est-à-dire qu'ils avaient des complices déjà parmi ceux qui étaient pétainistes mais qui étaient à Douala, sur le territoire. Oui. Donc vous voyez donc là-dessus, il n'y a pas de raison de s'offusquer. Ça a été... Le livre est écrit par qui? Le livre est écrit ici par Adrien Ancelette. Et le titre du livre, c'est Leclerc. Oui. Voilà, c'est une biographie de Leclerc. Oui. Voilà. Ce qui signifie, professeur, qu'il a aussi été sauvé par les pagailleurs. Il a été sauvé par des pagailleurs camerounais et il a été sauvé par des Camerounais parce que toutes les premières troupes de la France libre en Afrique commencent à Douala. Toutes les premières recrues, ce sont les troupes de Camerounais. J'ai même des images où on a même vu des jeunes enfants à Douala défiler avec le drapeau de la Croix de Lorraine. Oui. Donc ça, on ne peut pas l'oublier. Si on l'oublie, c'est une ingratitude incommensurable. Oui. C'est la vérité historique. Ils étaient faibles, ils étaient tout seuls. Et De Gaulle, d'ailleurs, comme le dit le président de la République, qu'il a rappelé en faisant son discours sur le débarquement en Provence, De Gaulle a dit que le Cameroun a pris une décision, je crois, avec mes propres mots, admirable. Puisque c'est à partir de ce moment que les Alliés vont commencer à se dire la France a un territoire. Et la France n'avait pas de territoire. C'était bien beau de faire des discours à Londres, mais Londres n'était pas un territoire français. Ils ont essayé de mettre un pied à Dakar, qui était territoire français. On leur a tiré dessus et on a même abattu un des plus fervents premiers compagnons du général de Gaulle à Dakar. Et à ce moment, de Gaulle avait à dépêcher Leclerc en Afrique centrale pour essayer de retourner la situation et convaincre les gaullistes qui étaient là
de retrouver De Gaulle. Donc, entre-temps, il va opérer tout ce qu'il opère là, pratiquement à l'aveugle. Mais entre-temps, De Gaulle sait qu'il est défait à Dakar. Mais il faudra que Leclerc, ayant retourné la situation à Douala, c'est-à-dire en réalité, ayant avec les quelques Européens qui étaient à Douala et qui militaient pour la France libre, créé une poche et acquis un territoire par emprunt sur le territoire du sous-tutorat de la SDN, qui était le Cameroun. C'est à partir de là qu'il peut envoyer un message à Félix Éboué, qui lui avait déjà rejoint le général la veille. Et il va d'ailleurs faire un tract dans lequel il proclame l'indépendance du Cameroun. J'ai la copie du tract. Indépendance à cette époque-là, avant l'indépendance survenue plus tard en 1960. Donc la question Cameroun peut avoir eu une première indépendance. J'ai dit du point de vue juridique. Oui. Puisqu'il avait pris le rôle de gouverneur. Oui. Et déclaré que le Cameroun était libre. Est-ce qu'il y avait plus peut-on donc dire qu'il y a eu 2 proclamations de l'indépendance du Cameroun? Je peux lire. Allez-y, je lis le tract. Le tract de Leclerc, en grand titre. Le Cameroun proclame son indépendance politique et économique. Voilà le titre du tract. Et à partir de ce tract, on peut lire: il est prêt à reprendre sa place dans un empire colonial français, libre et décidé à continuer la lutte aux côtés des Alliés sous les ordres du général de Gaulle. Et il continue jusqu'à la victoire finale complète. C'est un Cameroun libre qui parle là. Oui, c'est en quelle année là, professeur? Nous sommes le 27 août 1940. Et si vous voulez voir les traces historiques de cet événement, la route qui passe devant le marché central à Yaoundé, oui, c'est le boulevard du 27 août. Oui, c'est vrai. Et à Douala, le long du quai, en ce moment. voilà, le long du quai à Douala, vous avez encore le boulevard du 27 août 1940. Voilà. Ce sont des faits, je n'ajoute rien. Oui, les traces sont encore les traces sont là. Donc, je parle d'histoire. Oui. Là, devant le centre culturel français, l'ancien centre culturel français qui est devenu autre chose, on appelle autrement. Oui. À partir de là, en montant vers le marché central, oui, voilà l'axe, le boulevard du 27 août 1940. Avant, ça continuait pratiquement jusqu'à Tinga Pawada. Il y est même écrit boulevard de... Voilà, il y avait des plaques anciennes qui étaient là. Oui. Sauf que par la suite, on a changé le nom du tronçon qui passe devant le marché central et on a laissé que l'autre tronçon qui va jusqu'à Tinga, à Tougou. Parce que Tinga, en fait, c'est le nom des habitants de Tougou, c'est le nom vers là où se trouve le palais des congrès. Voilà. Oui. Vous allez retrouver la toponymie à garder ces noms. Donc, je vous dis là, la déclaration d'indépendance du Cameroun formulée par Leclerc, qui à l'époque s'était déjà autoproclamé colonel. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le nom Leclerc qu'il adopte ramène de tristes souvenirs par rapport à l'histoire du rapport de la France avec le monde noir. Leclerc, c'est l'officier de Napoléon, parce que quand la révolution sonne le glas de la féodalité en France, les colonies vont voir lever la loi de l'esclavage. Donc on déclare les esclaves libres. Sous la révolution, les esclaves de Haïti sont déclarés libres. Avec l'action de Toussaint Louverture et après autres, ils sont déclarés libres. Mais voilà que Bonaparte, Napoléon, qui fait le coup d'État contre la République, installe un empire. Ce qui montre encore que les affaires de coup d'État, c'est pas vraiment, ça reste pas tout le monde, on peut les avoir. Oui. Il fait ce coup d'État, et puis il se trouve que la richesse de sa famille, et surtout la famille de sa femme, vient du sucre produit par Haïti et les colonies. C'est Domingue, comme on l'appelait. Oui. Alors, il va décider de remettre les esclaves libérés sous esclavage. Or, entre-temps, ils n'avaient pas été libérés seulement parce que la France le voulait. Ils s'étaient libérés par la force de leur résistance. Ils s'étaient attaqués au pouvoir colonial sur place. Donc maintenant, Napoléon va envoyer toute une armée pour venir les ramener à leur statut d'esclaves. Et le général de cette armée s'appelle Leclerc. Notre fameux Leclerc, là. Non, c'est pas celui-ci. C'est un autre. On est dans les années 1700. Oui, la fin du 18e siècle. Parce que la révolution, c'est 1789. Oui. Donc 1790, c'est la fin du 18e siècle. Donc là, voilà le premier Leclerc qui entre dans l'histoire du monde noir. Oui. Par son coup, il va venir pour remettre les esclaves en esclavage, alors que
comme au Cameroun, on avait proclamé leur indépendance et on est en train de les remettre encore sous le joug colonial après. Donc c'est quelque chose qui s'est répété dans l'histoire. Donc si je le dis, c'est parce que parfois, quand nous parlons d'indépendance du Cameroun, cet épisode est complètement oublié, alors que c'est une référence qui mérite réflexion à minima. Tout à fait. Donc, et si je lis le reste du tract, parce que le tract est là, c'est pas moi qui l'ai écrit, il y a des passages qui sont sans équivoque. Dès maintenant, militaires et fonctionnaires qui ont montré leur sens du devoir sont assurés de recevoir leur solde et les traitements auxquels ils ont droit. C'est le clerc, colonel clandestin qui met cela. Il importe que dans ces jours de réorganisation, l'ordre règne. Voilà. Ce qui est clair, c'est que par la suite, les autres éléments qui sont présentés ici disent sans ambiguïté qu'à ce moment, la France donne cette indépendance parce que de Clerc finit son discours par « Vive la France qui est sous le contrôle des Allemands », mais dont un segment France libre se bat, et « Vive le Cameroun libre ». Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin ce deuxième épisode de notre série sur les relations entre le Cameroun et la France pendant l'époque sous tutelle et le Cameroun souverain. Le professeur Athanase Bobda était interviewé par Joseph-Marie Nomo depuis la ville de Rouen en France. Ne manquez surtout pas le troisième épisode qui présente l'odeur des atrocités et la barbarie qui ont inspiré l'hymne national du Cameroun avec le sabotage par la France des textes régissant le Cameroun sous tutelle. Restez sur Zenith FM, j'étais François Urbain, le gars Moumi. À très bientôt.